C'était leur dernier recours légal et les opposants camerounais n'ont pas obtenu gain de cause. Ils dénonçaient des irrégularités lors de la présidentielle du 7 octobre. La Cour constitutionnelle s'est penchée sur leurs recours, les a écoutés et s'est prononcée. Le compte-rendu à Yaoundé de notre correspondant Joël Kwam. Après 3 jours d'audience et dans une ambiance parfois tendue, le Conseil constitutionnel du Cameroun a fini par rendre son verdict en rejetant tous les recours en annulation du scrutin présidentiel du 7 octobre dernier réclamé par l'opposition. La Cour a justifié sa décision sur la base de manques sur le fond comme sur la forme des recours de l'opposition. Des opposants tels que Maurice Kamto et Joshua Aussi ont dû attendre jusque tard dans la nuit de jeudi à vendredi afin d'obtenir ce verdict. À présent, la Cour constitutionnelle dispose de jusqu'à lundi le 22 octobre prochain pour annoncer le verdict final de cette élection présidentielle, sur la base de quoi le président de la République prendra fonction sous 15 jours. Cette décision de la Cour constitutionnelle ouvre la voie à un 7e mandat pour le président Paul Biya, lui qui est à la tête du Cameroun depuis bientôt 1982. Dans les rues de Yaoundé, ville hyper militarisée, c'est le calme plat. Pendant ce temps, il faut dire que les espoirs de l'opposition semblent s'être évaporés. Depuis Yaoundé pour BBC News, je suis Kwam Joël Honoré. Et le reste de l'actualité en bref et en images. Après des jours d'affrontements entre rebelles et forces régulières, le calme semble revenu dans la capitale de l'île comorienne d'Anjouan. L'alimentation en eau a également été rétablie, mais de manière sporadique. L'électricité, en revanche, reste toujours coupée. Depuis le début de la crise lundi, les autorités ont donné un bilan d'au moins 3 morts. L'opposant béninois Sébastien Adjavon et 3 co-accusés condamnés à 20 ans de prison et 5 millions de francs CFA d'amende pour une affaire de trafic de drogue. Le verdict a été rendu à Porto Novo par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Aucun des prévenus n'était présent à l'audience. Un mandat d'arrêt international a été émis contre eux. Les enquêteurs turcs ont élargi leur recherche du journaliste saoudien dans une forêt près d'Istanbul. Ankara dit avoir des preuves audio mais aussi vidéo qui prouvent que Jamal Khashoggi a été tué par les Saoudiens. Mais les autorités turques refusent de les partager avec qui que ce soit, même pas avec les Américains. Des mines posées par Boko Haram tuent des centaines de personnes au Nigeria chaque année. Le pays est si miné qu'il se retrouve cité dans le rapport 2017 de Handicap International juste après l'Afghanistan et l'Irak. Dans le sol nigérian, on retrouve des mines antipersonnelles, dont des mines de fabrication artisanale. Aperçu Pierre-Antoine Denis. Le nord-est du Nigeria est jonché de milliers de mines terrestres et d'explosifs improvisés après presque une décennie de conflits dans la région. Le nombre de personnes tuées et blessées par des mines et des explosifs au Nigeria a considérablement augmenté selon des recherches récentes. Au cours des 2 dernières années, ce sont plus de 160 morts et des centaines de blessés. Et ce problème s'applique aussi dans le monde entier. Les champs de mines sont souvent les vestiges mortels de la guerre, laissés derrière eux longtemps après le départ des combattants. En vertu du droit international, lorsque des mines sont posées, elles doivent être cartographiées pour pouvoir être enlevées en toute sécurité à une date ultérieure. Trop souvent, elles ne sont pas cartographiées ou les cartes sont perdues. En 2016, des opérations de déminage post-conflit entreprises par des organisations caritatives ont détruit plus de 200 000 mines antipersonnelles ainsi que 20 000 mines anti-véhicules dans le monde. Mais cela n'est que la partie visible de l'iceberg. On estime qu'il reste encore 110 millions de mines antipersonnelles dans le sol et que d'autres mines sont posées chaque année dans des zones de conflit actifs. En une seule année, jusqu'à 8000 personnes sont tuées ou grièvement blessées, dont de nombreux enfants. C'est presque une personne tuée ou blessée chaque heure de chaque jour. Ce chiffre a augmenté en raison de l'utilisation généralisée d'engins explosifs improvisés par les forces non gouvernementales, qui sont également beaucoup moins susceptibles de tenir un registre de l'endroit où ces mines ont été placées. 2016 a enregistré le plus grand nombre de cas d'utilisation d'appareils faits maison. Ce n'est donc pas un problème qui va bientôt prendre fin. Au rythme actuel de dépollution, il faudrait encore 500 ans pour enlever tous les engins explosifs enfouis dans le monde. Et on retrouve Emmanuel Coste. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Rémi.
On ouvre avec la 9e journée de la Première Ligue anglaise. À l'affiche ce week-end, un match choc demain à la mi-journée. Oui, ça tombe bien parce que c'est le match qu'on vous commentera à la radio dans Samedi Foot sur BBC Afrique avec Pierre-Antoine Denis, les horaires de l'émission. Je le rappelle vite fait, 11h15, 14h en temps universel. Chelsea, le second à égalité de points avec Man City et Liverpool. Même nombre de victoires, même nombre de matchs nuls, aucune défaite. Et Man United, 8e, décroché, le seul club d'ailleurs parmi les 6 cadors du foot anglais à être décroché en 8e position. Un match encore difficile pour les protégés de José Mourinho. Sinon, Manchester City aura les faveurs du pronostic à domicile contre le 12e, Burnley. Liverpool se rend chez le 18e et relégable Huddersfield sans Naby Keita, ça a été confirmé par Jürgen Klopp aujourd'hui. Peut-être même sans Sadio Mané, mais avec Mohamed Salah. Le derby londonien du jour, West Ham-Tottenham. Tottenham aura également les faveurs du pronostic. Et puis Arsenal qui reçoit Leicester. Arsenal qui enchaînera peut-être avec une 10e victoire consécutive, toute compétition confondue. La rubrique NBA avec une première défaite d'entrée pour les Los Angeles Lakers de LeBron James. Et oui, la célèbre star de la NBA faisait ses débuts, ses grands débuts, acclamés comme il se doit. Auteur d'un superbe dunk après 5 minutes de jeu, ça ne l'a pas empêché de perdre donc 128-119 dans la salle de Portland. Et l'intéressé parlait de ce match et aussi de ce qu'il fallait améliorer. Je ne veux pas dire du mal. Il y a des choses qu'on aurait pu faire mieux, c'est vrai. On aurait pu être meilleur dans nos rebonds, par exemple. On essayait juste de se connaître et créer des automatismes. C'est notre premier match de la saison régulière, tous ensemble. Nous ferons un meilleur travail. Voilà. Ce n'est qu'un début de saison, bien entendu. Sinon, Miami est allé battre Washington in extremis dans sa salle 113-112. Et Philadelphie a battu les Chicago Bulls plus largement. Et puis coup de chapeau en tennis à la Tunisienne Ons Jabeur. Aujourd'hui, elle s'est qualifiée pour la finale du tournoi de Moscou. Elle a battu la Lettonne Sevastova en 3 manches, 6-3, 3-6, 6-3. Ons Jabeur a 24 ans, elle est 101e mondiale uniquement, mais là, elle va certainement gagner des places au classement de la WTA. Ça ne sera pas suffisant évidemment pour la faire participer au Masters de Singapour, qui s'ouvre le 21 octobre et qui rassemble bien sûr les 8 meilleures joueuses mondiales, excepté